dessiner. Voilà. Ça, c'est notre cerveau vu de haut, avec l'œil droit, l'œil gauche, le cerveau droit, le cerveau gauche. Ça, c'est la ligne médiane. Et la ligne médiane, elle se prolonge ici. Alors, voici l'expérience. Je vais cacher un œil, et vous allez tous le faire après moi. Je mets mon doigt devant, ici je prends le stylo, et je fais aller mon doigt d'un côté, hop, je vois plus, et de l'autre, je vois. Je vois jusque là. Je ne déplace pas ma tête avec, hein. Ma tête reste en face. Donc là, je vois plus. Je vois plus. Donc je peux voir de là jusque ici. Ici, si je suis malin, je peux suivre une ligne. Il y a un angle. Là, je vois plus, là, je vois. Là, je vois plus, là, je vois. Là, je vois plus, je vois. Donc je peux suivre cet angle. Donc, mon œil droit voit de là jusque là. Je peux bouger mon œil, hein, si je veux, ça ne change rien. Mon œil droit voit tout ça. Donc je vais le dessiner ainsi. Ça, c'est mon œil droit, c'est vu de haut. Ça, c'est ma droite. Ça, c'est ma gauche. Je vais prendre une couleur. Mon œil droit, il voit un peu plus que mon côté. Donc, il voit à peu près comme ça. Mais ici, il voit, alors selon qu'on ait un homme, une femme, selon qu'on ait l'œil plus ou moins enfoncé dans les orbites, un plus grand nez ou quoi, on voit à peu près comme ça. Ça veut dire que mon œil droit, il voit tout ça, ce champ visuel droit, et ça va être projeté pour les 2/3 dans l'hémisphère opposé. Faites l'expérience, vous couvrez votre œil gauche, sans bouger la tête, et vous voyez, du côté de l'œil, ben ça va loin. Vous pouvez bouger l'œil, mais pas la tête. Et du côté opposé, ça va beaucoup moins loin. Il y a un angle. L'orthoptiste, elle ne le fait pas. L'orthoptiste, Ça s'appelle, je le dessine en bleu, mon champ visuel droit. Ça va pour tout le monde? Devinez quoi? Vous avez aussi un champ visuel gauche, qui est à peu près symétrique. Donc chez moi, mon champ visuel gauche, il fait à peu près comme ceci. Alors on peut mesurer, hein, chez l'orthoptiste, ils ont des instruments qui peuvent mesurer au degré près votre ouverture de champ visuel, bien sûr. Et donc il va à peu près comme ceci, et qui fait mon champ visuel gauche, qui va aller se projeter essentiellement dans l'hémisphère opposé. Vous me suivez? En majorité. Parce que le nerf optique, elle chipote parce que le nerf optique se divise en deux. Pour 2/3, il va du côté opposé, et pour 1/3, il va du même côté. Pour 2/3, il va du côté opposé, et pour 1/3, il va du même côté. Mais ça ne nous intéresse pas, pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Champ visuel droit, je le fais chez moi, champ visuel gauche. Ça veut dire que, entre les deux, il y a un espace commun. Ça va s'appeler le champ médian qui est vu et projeté dans les deux hémisphères cérébraux. Donc ici, du bleu plus du rouge, c'est bien connu, ça fait du vert. Donc, ça là, c'est mon champ médian. Vous me suivez? C'est une définition. C'est mon champ visuel médian. Champ visuel droit. Ça veut dire que tout ce qui est ici, ce n'est vu que par mon œil gauche. Tout ce qui est ici n'est vu que par mon œil droit, physiquement. Donc, là, ce n'est vu que par mon œil droit. Ça, ce n'est vu que par mon œil gauche. Vous êtes d'accord? À condition que je ne tourne pas la tête. Et maintenant, voilà le hic. Quand je suis dans la nature, je vois au loin. Vous voyez que c'est un angle qui va donc s'ouvrir. Donc quand je regarde au loin l'horizon, je vois avec mes deux yeux dans mon champ médian. Mais quand je travaille à un bureau, ce champ se réduit énormément. Donc si je me mets tout près, je ne vois plus. Je ne vois plus. Je ne vois plus. Donc c'est tout petit. Ça veut dire que je suis à mon bureau et je prends mon cahier. Quand il est bien en face de moi, c'est vu dans mon champ médian. Mais dès que je fais ça, il suffit de faire l'expérience, si je cache ici, je vois même pas la moitié de ma page. Et évidemment, si je fais ça, je vois à peine un tout petit coin de ma page. Donc elle fait oui, parce que c'est son métier. Parce que si un enfant a des difficultés de latéralisation, de poursuite visuelle et tout, c'est un grave problème cognitif.
physiologique et cognitif, parce que les informations n'arrivent pas là où il faut, comme il faut, et ça demande beaucoup d'efforts. Donc si je cache ici, je vois qu'un tout petit bout de ma feuille. J'ouvre, je vois tout. Là, faites l'expérience. Et alors j'aime bien les enfants à l'école. Je mets face sur ma ligne médiane. Je vois tout. Je vois tout. Je dis, tu décales de la largeur. Je vois tout. Je vois rien. Décale. Bah oui, mais c'est très important. Je vois tout. Et c'est pas énorme. Mais regardez les enfants en échec scolaire, qu'est-ce qu'ils font? Et ils ferment complètement un champ visuel. Vous êtes d'accord? Ils sont donc en monoculaire. Mais moi j'ai vu des tas de spécialistes, des gens avec qui je travaille de l'apprentissage et des orthophonistes, ils ne savent pas ces notions-là. Et vous voyez les enfants qui se mettent comme ça, et vous leur dites, tu veux que je te la tienne, ta tête? Non, les profs ils nous disent ça. Mais en vrai, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il s'homolatéralise, il s'unilatéralise au niveau visuel. Il coupe. Donc quand il coupe son œil, qu'est-ce qu'il fait s'il ferme son œil droit en se mettant comme ceci, ou son œil gauche en se mettant comme ceci? Il coupe tout ça. Tout ça, il ne lui reste plus que ça. C'est-à-dire, regardez bien, 1, 2, 3 tiers. Il coupe les 2 tiers. On dit il coupe un œil, il coupe la moitié. Non, il coupe les 2 tiers parce qu'il perd la binocularité du champ médian. Donc c'est énorme. D'où l'importance des orthoptistes et des exercices qu'elles font pour chercher à mieux fonctionner ici et à récupérer un max ici. C'est pas anodin. Mais la plupart du temps, il y a un lien avec le système visuel, mais ce système visuel, il est connecté à quoi d'un point de vue moteur? Aux hémisphères cérébraux, au niveau des aires motrices qui sont ici au niveau du système visuel, qui font bouger les yeux. La plupart du temps, ça vient d'un problème moteur. L'enfant n'a pas marché à 4 pattes suffisamment, il ne peut pas bien développer les mouvements oculaires. Il a un RTAC, quand l'enfant a un RTAC non intégré, il ne peut pas travailler en binoculaire. Si l'enfant n'est pas passé du positionnement abdominal au lando, au RTSC, avec tout ça, il ne peut pas travailler en binoculaire. Donc plus tard, il faudra faire la rééducation chez l'orthoptiste. Mais c'est mieux si l'orthoptiste vient faire du travail sur le réflexe archaïque, parce qu'elle va pouvoir et travailler sur l'aspect visuel, moteur, la rééducation orthoptique, et sur la cause, qui est souvent des réflexes archaïques qui ont mal été intégrés, qui fait qu'au niveau moteur, je n'ai pas pu développer tout ça. Ça va? Qu'est-ce que nous, on va... Donc, ça s'appelle le champ médian. Ici, c'est la ligne médiane. C'est ce qui va me faire croiser la ligne médiane. Quand un enfant a RTAC non intégré, il va éviter son champ médian et il va décaler son livre, son cahier d'un côté. Parce qu'il est dans un fonctionnement homolatéral, unilatéral. Ce que vous voyez là au niveau visuel, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment l'information elle arrive perturbée ici, parce que si j'utilise qu'un seul œil, certes j'ai ça et j'ai ça, mais ici j'ai qu'un tiers. Donc je perds des informations au niveau neurologique. Je perds des informations au niveau neurologique. Se fermer un œil, ce n'est pas fonctionner qu'à 50% de son potentiel, c'est fonctionner à 1 tiers de son potentiel. Donc les enfants doivent faire 3 fois plus d'efforts, les enfants homolatéraux, je ne les appelle pas comme ça, les enfants qui font face à une difficulté d'homolatéralité, donc un manque d'intégration de bilatéralité, fonctionnent qu'à 1 tiers, d'où le tiers-temps supplémentaire. Il leur faudrait un 2 tiers-temps supplémentaire, parce que c'est 3 fois plus dur, ils sont 3 fois plus fatigués. Mais elle fait oui pour le système visuel, mais ce qu'on peut bien comprendre au niveau visuel se passe aussi au niveau auditif, parce que l'oreille droite envoie les informations principalement à l'hémisphère opposé et 1 tiers à l'hémisphère du même côté, et l'oreille gauche, pareil. Et donc ça va se passer au niveau de l'écoute. Il tourne bien sa tête d'un côté pour privilégier soit un œil, soit une oreille, et il va inhiber complètement 2 tiers de son fonctionnement. Au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau de la motricité globale du corps, et on pourrait dire d'un point de vue cérébral. D'un point de vue cérébral, ça va être beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que je reçois moins d'informations sensorielles. Donc le cerveau, il doit plus interpréter. Il doit faire plus d'efforts. J'ai pas de vision binoculaire qui fonctionne bien. J'ai du mal à écouter en stéréo. Donc, des problèmes de concentration, de fatigue. On va dire il est paresseux. Mais non. Comment? Ou alors ils inventent la fin des mots. Oui, ils vont devoir inventer la fin des mots et tout, bien sûr. Il manque des infos. Ils ont des trous. Et elle connaît bien ça au niveau visuel, ils inventent des mots, mais quand au niveau auditif, il leur manque des bouts, ils vont inventer, ils vont inverser, ils vont avoir du mal à se concentrer, à écouter. Et nous, on le voit bien,
On travaillait, parce qu'il vient de prendre sa retraite, un spécialiste de l'écoute qui fait passer des tests d'écoute aux enfants avec la méthode Tomatiste. Il y a des enfants, il y a des zones auditives, il y a des trous. Et vous croyez qu'ils entendent bien? Non, ils ont des trous. Il y a des sonorités qu'ils n'entendent pas. C'est comme... Ils entendent ça toute la journée. Et il leur manque des... Alors, le sens global, hein, le sens global, on comprend globalement l'idée, mais on inverse, on a du mal, il faut se concentrer, ça demande un effort. C'est comme écouter une radio avec des parasites. Ou regarder un film avec des parasites, c'est insupportable. C'est ce qu'ils vivent tout le temps. Cette notion-là nous dit quoi? Le but, enfin pas le but, nous sommes programmés pour fonctionner de manière latéralisée, contre-latéralisée. Nous naissons avec une prédominance homologue qu'on va transférer à homolatéral, puis le but final, la bilatéralité, qui va permettre d'intégrer nos hémicorps droit et gauche au niveau visuel, ça s'appelle la binocularité, au niveau auditif, ça s'appelle la binauralité, au niveau corporel, main, vous savez, on est droitier, gaucher, mais de l'œil, de l'oreille, de la main, des pieds. Et donc on a des dominances cérébrales, œil, main, pied, oreille. Et pour les hémisphères cérébraux, on s'en fout. Tout doit s'organiser avec les sens. On n'a pas d'hémisphère droit dominant ou d'hémisphère gauche dominant. C'est un mythe qui date des années 70 et 80. On a 100% de notre cerveau qui travaille 100% du temps. Déjà, tu n'utilises que 10% de ton cerveau. Ça n'existe pas. C'est un mythe. On utilise 100% de notre cerveau. Parce que le cerveau, c'est comme n'importe quel organe du corps. Si on n'utilise pas, ça s'atrophie. Donc on utilise 100%. Maintenant, on a peut-être plus de potentiel qu'on ne le croit. Ça, c'est une autre paire de manches, ça se travaille. Mais on utilise tout notre cerveau. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait être en vitesse Très bonne question. Et justement, c'est ça l'erreur qu'on pourrait croire. C'est de dire, celui qui est ambidextre, il a plus. Non, celui qui est ambidextre est paumé et dyslexique. Parce qu'on a besoin d'une latéralisation de l'œil, de l'oreille, de la main, du pied. Et je t'explique pourquoi. Regardez. Vous regardez votre stylo et vous visez quelque chose. Vous vous mettez dans l'axe de quelque chose. Vous fermez un œil, ça ne bouge pas. Vous fermez l'autre, ça se décale. Vous voyez votre stylo bouger. Mais le stylo, il n'a pas bougé. Fermez un œil puis l'autre. Il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Vous n'avez jamais fait ça? Vous connaissez ça? Et il bouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ton cerveau te ment. Il nous ment. Il nous ment. Parce que pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que nous ne sommes pas cyclopes. Nous n'avons pas un œil au milieu. J'ai un œil à droite et un œil à gauche. Lui voit le monde de ce côté-là et lui voit le monde de ce côté-là. Légèrement décalé, certes, mais décalé quand même. Cette oreille entend comme ceci, cette oreille entend comme cela. Elles n'entendent pas la même chose. Mais heureusement, mon cerveau est un des deux sons. Il va prédominer, de mon oreille prédominante. Pourquoi? Parce que sinon, vous m'entendrez en double, double, sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps de décalage entre les deux oreilles. Le temps que le son arrive ici, c'est plus vite. Si je tourne la tête comme ça et que vous me parlez, ça arrive plus vite ici que là, n'est-ce pas? Donc j'entendrai un écho permanent. En fait, vous entendez un écho permanent depuis que vous êtes tout petit. Mais comme vous avez codé les sons soit dans le RTAC sur le dos, soit dans le réflexe de positionnement abdominal sur le ventre, votre cerveau a tenu compte plutôt de l'un que de l'autre. Il a créé une latéralisation et votre cerveau, il entend en double en permanence. Mais c'est très chiant. Donc il inhibe un côté et il ne favorise qu'un seul côté, le côté dominant. Pour l'œil, pareil. Parce qu'en fait, j'ai l'œil droit, il me dit le stylo est là, et l'œil gauche, il me dit le stylo est là. Le cerveau, il dit c'est trop compliqué. Et quand est-ce qu'il se donc, il contrôle, il inhibe un côté, et il ne vous fait fonctionner que votre côté dominant. Comment trouver votre œil dominant? C'est très simple, vous fixez quelque chose devant vous, et vous faites un tout petit trou. Donc moi, je fixe l'objectif de la caméra, je fais un tout petit trou. Il faut que ce soit en face de vous, hein, ni à votre droite, ni à votre gauche. Et voilà ce que vous allez faire. Vous rapprochez, rapprochez, rapprochez le petit trou, vous continuez à regarder de vos yeux. Et vous allez arriver soit à l'œil droit, soit à l'œil gauche. Vous ne voyez que par cet œil. Regardez, autre manière de faire. Au lieu de rapprocher, donc moi j'arrive à l'œil droit, je suis dominant de l'œil droit. Je suis persuadé que je regarde ça avec mes deux yeux. Mais la réalité, c'est que je ne le vois qu'avec un seul œil. Vous inhibez un côté. On y revient sur cette notion d'inhibition. Autre manière de faire, je vise la caméra, je ferme un œil, je vois toujours, je ferme l'autre œil, je ne vois plus. C'est décalé, complètement décalé. Pas qu'un petit peu, carrément décalé. Tu ne vois qu'avec un œil. Or, si tu n'avais pas de dominance, tu verrais flou. Et c'est ce qui se passe quand tu désinhibes, quand tu bois de l'alcool. Ton cerveau ne peut plus contrôler, il désinhibe et tu commences à voir flou. Et tu commences à voir flou. Tu sais là ou c'est là? Et quand on te parle, c'est confus. Parce que ton cerveau perd sa latéralisation.
Et tes gestes deviennent... Oui. Alors, j'ai un œil gauche dominant. Oui. J'écris de la main droite. Ah oui, très bien. Mais c'est pas... Et ça peut être une autre oreille et un autre pied dominant. Non. On peut avoir main droite, œil droit, machin. Tout est possible. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas compris par les professionnels comme les orthophonistes, etc. Et c'est les travaux de Paul Denison qui ont permis de mettre ça en avant. Et d'autres travaux, un chercheur au CNRS qui a mis ça en place et tout. Donc on s'est étudié beaucoup, c'est les sportifs de haut niveau. On sait que dans les sportifs de haut niveau, on voit par exemple les 8 premiers mondiaux au niveau de l'escrime sont gauchers. Au tennis, gauchers. Alors on s'est posé plein de questions, pourquoi les gauchers réussissent mieux que les droitiers, nanana, mais c'est gaucher de la main, pas forcément de l'œil. Les enfants en échec scolaire, on a cru que souvent les gauchers avaient plus de problèmes. Faux, il n'y a pas plus de problèmes chez les gauchers. Mais l'œil dominant a beaucoup plus d'impact que la main dominante sur l'apprentissage, parce qu'il est soit connecté au cerveau langagier, soit pas. Il y a plein de choses qui se passent. Et on s'est rendu compte que finalement, et moi dans mon cabinet, une chose que je fais systématiquement, toute personne qui vient me voir dans mon cabinet, je teste quel est l'œil directeur, quelle est l'oreille directrice, dominante, quelle est la main dominante, quel est le pied dominant. Et donc j'ai des statistiques de milliers de personnes dans mon cabinet. Comment on fait pour l'oreille dominante? Oh, il y a plein de manières de faire, c'est assez subtil, mais une manière très facile, qui est très subtile. J'ai un coquillage dans mon cabinet, je dis tiens, écoute la mer, selon l'oreille qui est, c'est droite ou va à la porte et écoute à la porte, il y a quelqu'un qui parle de côté, quelle oreille tu connais. Pas le téléphone, c'est orienté langage, c'est une tâche spécifique. Et la main en plus. Oui, et la main, mais il y a des il y a des gens, ils sont gauchers de l'œil, ça ne pose pas de problème. Et pourtant, les scientifiques, au départ, en 1861, quand Paul Broca a trouvé que la zone du langage était ici, on travaillait avec les aphasiques, d'où l'aire de Broca, qui est dans le cerveau gauche, on a cru que du coup, c'est pour ça qu'on est droitier, on utilise cette main, parce qu'on écrit avec la main où il y a le langage. On a cru que c'était lié au langage. Et on s'est donc dit, logiquement, c'est que les gauchers ont le langage de l'autre côté. Mais sauf quand on a commencé à avoir des appareillages un peu plus complexes, on s'est rendu compte que les gauchers sont comme les droitiers, ils ont le langage ici. Alors c'est pas logique. Ils devraient avoir le langage ici, s'ils sont gauchers, c'est bien. Mais non, parce que la main n'est pas liée au langage. 70% des gauchers, c'est comme les droitiers. Oh bah zut alors. Bref, pour vous faire une histoire courte, parce que ça, c'est un cours de 2 jours. 3 sur la latéralisation des dominances et tout ça. Pour vous faire une histoire courte, en fait, il y a 2 sortes de gens. Des gens qui sont gauchers de l'œil et qui n'ont pas de problème avec ça, et des gens qui sont gauchers de l'œil et qui ont des problèmes avec ça. Et en fait, c'est les travaux de Denison qui ont déterminé quel est ou des gens qui sont gauchers de l'oreille qui n'ont pas de problème scolaire, des gens qui sont gauchers de l'oreille qui sont dyslexiques, et même chose pour la main, le pied, et c'est tout. Ça dépend si je suis bien latéralisé ou pas. En gros, ça dépend si j'ai bien intégré mon RTAC ou pas. Les gens, si vous avez bien intégré votre RTAC, vous pouvez croiser la ligne médiane au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau cérébral et corporel. Et donc, que vous soyez droitier ou gaucher, de l'œil, de la main, du pied, de l'oreille, ça n'a aucune incidence parce que ça croise. Voilà. Le corps calleux, tout croise. voilà. Là, je vous ai fait une ligne médiane qui est virtuelle, mais c'est pas coupé ici. Il y a des millions de fibres nerveuses qui relient les 2 hémisphères cérébraux, qui portent le beau nom de corps calleux. Ce corps calleux réunit les 2 hémisphères. Si vous avez bien développé le RTAC, la marche à 4 pattes et inhibé tout ça, vous croisez cette ligne médiane sans aucun problème. Mais sauf que dans mon cabinet, les enfants qui viennent me voir, non seulement ils sont gauchers de l'œil, mais quand je leur demande de faire le mouvement croisé, ils font ça. Et quand je leur demande de tourner la tête sans bouger les bras, ils font ça. Vous connaissez le RTAC. Donc, il y a peut-être un corps calleux chez eux. Évidemment, il y a un corps calleux chez eux. Mais, donc, on pourrait dire le corps calleux, c'est comme l'autoroute qui relie les 2 hémisphères cerveau, mais ils ne savent pas l'utiliser. Ils n'ont pas le péage, le badge pour le péage. Ils ne savent pas l'utiliser. Donc je dis, utilise l'autoroute. Ils font, je n'exagère rien. Là, ça va nous introduire tout ce qu'on va faire demain avec la syntonisation primordiale. Donc, ces enfants-là, si je suis gaucher de l'œil et pas latéralisé, regardez, il y a écrit ici un sac. Alors, mon œil droit, il est content mon œil droit, parce que mon œil droit, il va de là à là. Vous êtes d'accord? Donc, maintenant, je vais vous faire une autre expérience très intéressante. Si je regarde devant moi, je regarde devant moi, ça ne demande pas d'effort particulier.
Maintenant, vous allez faire comme tout à l'heure, où on a caché un œil et on a fait ceci. Je vais cacher et je laisse aller mon œil en dire où est sa position de repos. Où est sa position de repos? Où mon œil est mieux? Est-ce qu'il est mieux ici? Est-ce qu'il est mieux là-bas? Non, ça tire, ça tire. Est-ce qu'il est mieux devant moi? Ah, mais devant moi, c'était là. Ou est-ce qu'il est mieux légèrement sur le côté? Il est mieux légèrement sur le côté. Vous le sentez tout de suite. Pourquoi? Parce que si mon champ visuel droit, c'est là, le milieu de ça, c'est là, pas là. Quand j'ai mes deux yeux ouverts, ils fusionnent ici pour avoir la bilatéralité. C'est pas un effort de regarder là, quand j'ai mes deux yeux ouverts. Mais dès que j'en ferme un, je sens qu'il tire, en vrai. Parce que les muscles de l'œil me tirent pour faire la vision centralisée. Parce qu'en vrai, cette vision centralisée, dite proximale, n'existe que quand on travaille en proximal. Dès que je regarde au loin, mes yeux divergent et mes yeux sont en repos. Ils regardent là-bas. Mais dès que je rapproche, mes yeux convergent. Et c'est un effort musculaire. La position de repos de l'œil, c'est là. Pourquoi? Parce que nos yeux sont conçus pour regarder la nature, le loin. Pas pour être enfermés et regarder proche. Donc, la position... Attention, c'est presque fini, vous allez voir. Ça va faire tilt dans votre tête. La position de repos de mon œil droit, c'est là. Donc mon œil droit a beaucoup de facilité pour aller de là vers la droite, d'un point de vue musculaire, pour tirer vers ma droite. Pour tirer vers ma droite, pour ceux qui ont des problèmes de latéralité. Donc, puisque sa position de repos est là, quand il y a écrit le sac, mon œil droit, il est content de lire le sac, qui vient s'inscrire ici, le sac. Aucun problème. Mais si je suis gaucher de l'œil, si je suis gaucher de l'œil, que j'ai pas de problème de latéralité, il y a écrit le sac, c'est pris par l'œil gauche, pardon, qui l'envoie dans le cerveau droit, qui l'envoie à celui-ci en une fraction de seconde, parce qu'il y a un corps calleux, et il n'y a aucun problème. Mais si ici, au lieu d'avoir un pont, il y a une barrière, parce que je n'ai pas le truc pour le péage de l'autoroute, qu'est-ce qui va se passer? Cet œil gauche, lui, sa position de repos, c'est là. Donc lui, il préfère aller dans ce sens-là. Ça y est, ça pétille dans votre tête. Et alors ici, il va se passer un truc bizarre, c'est que ça va... Je veux lire à rebours. Mon œil veut aller dans le sens opposé. Tout comme le gaucher de la main, attention, c'est pas le même qui est forcément gaucher de l'œil de la main, il veut écrire à rebours. Parce que le but, c'est de croiser la ligne médiane. Ma main droite, elle a envie de faire ça. Mon pouce, c'est lui qui initie la motricité, et le pouce-pouce, d'où son nom. On apprend des trucs en IMP. Le pouce-pouce. Pourquoi ça s'appelle le pouce? Parce que c'est lui qui pousse. Regardez, quand j'écris, mon pouce pousse parce que je suis droitier. Mais le gaucher, il fait quoi? Le pouce tire. Voilà, ça va pas du tout. Le gaucher, il fait quoi? Les 2/3 des gauchers font ça. Et il y a un tout petit peu de gauchers qui font ça avec les doigts. Tout comme rarement, il y a des droitiers qui font ça. C'est le pouce qui pousse. Donc, la main droite, ce qu'elle aime, c'est faire ce mouvement-là, et la main gauche, celui-ci. C'est de la ligne médiane vers l'extérieur. D'où la fontaine d'énergie va du centre vers la périphérie. C'est comme ça qu'on se développe neurologiquement. Céphalo-caudal et centre vers périphérie. Et c'est ce qui se passe avec ce mouvement-là. Donc, le gaucher mal latéralisé, il va galérer, il voudra toujours écrire à l'envers. Il va chercher à mettre sa feuille dans l'autre sens, de tenir son stylo, parce qu'il devrait écrire de droite à gauche pour respecter la physiologie de la gaucherie. Et les droitiers étant en majorité, 90% des gens sont droitiers, on a imposé d'écrire dans ce sens-là, et c'est naturel pour nous les droitiers d'aller par là. Donc celui qui est gaucher de la main est bien latéralisé, pas de problème, mais celui qui est gaucher de la main et qui a des problèmes de latéralité, il voudrait écrire à rebours, il va faire de la dyslexie, inverser des lettres. Celui qui est gaucher de l'œil est bien latéralisé, il peut lire dans les deux sens. Et alors moi, dans mon cabinet, je fais un truc génial. Il est gaucher de l'œil. Il ne fait pas de mouvement croisé. Je dis, et il vient me voir parce qu'il a des problèmes de lecture. Je dis, ok, lis-moi ça. Je lui fais lire un petit livre à son âge et difficile de lire. Je dis, ok, lis-moi ça. Je retourne le livre. Je lui fais lire donc à rebours. Donc, de gauche à droite au lieu de droite à gauche. Et il lit plus facilement le livre à l'envers que le livre à l'endroit. Pourquoi? S'il est gaucher de l'œil. Parce qu'il ne va pas lire comme nous de gauche à droite, mais de droite à gauche, et son œil c'est plus facile pour lui. Et il est mieux. Pourtant les lettres sont inversées de haut en bas. Mais il n'a plus le problème droite-gauche, parce que le problème au bas n'en est pas un, c'est le problème droite-gauche qui en est un. Vous pouvez lire à l'envers, ça se fait. Ça se fait de lire à l'envers, on reconnaît quand même les lettres, parce que notre cerveau, il peut faire cette gymnastique. Mais droite-gauche, c'est un croisement de la ligne médiane, c'est là où est la galère. Vous me suivez? Quand on avait une demi-heure
gauche, je vais pas lire tous les bouquins que j'ai à lire. Non, si t'es bien latéralisé, tu t'en fous. Non, mais moi la question que je me pose, alors Oui. c'est un cas personnel, mais Vas-y. peut-être ça peut aussi Allons-y. chez d'autres personnes, c'est que moi j'ai des difficultés de lecture depuis très longtemps, et j'arrive pas à m'y mettre, et ça me fatigue. C'est pour ça qu'il faut revenir demain. Là, je suis en train de mettre les bases. Il me reste encore 6 minutes. 6 minutes pour mettre les bases, pour vous donner envie de revenir demain. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qui se passe à partir de 8 ans. Le système visuel finit de maturer vers 8 ans. C'est pourquoi on devrait commencer la lecture, l'écriture plutôt à 8 ans qu'à 6 ans. On commence beaucoup trop tôt, n'est-ce pas? T'es d'accord? Et c'est pour ça que la majorité en fait, des problèmes sont diagnostiqués en CE2 avec l'enfant en CE2. Exactement. Mais c'est trop tard. Ils ont déjà de la dyslexie. Bah, déjà, c'est déjà vachement bien. Oui, enfin, quand je veux dire c'est trop tard, Bah, c'est pas si, trop non, tard, on peut c'est faire déjà- quelque chose, mais c'est dommage. C'est déjà ancré parce que depuis 2 ans, en fait, Ils galèrent. c'est CP, CE1 et on diagnostique qu'en CE2. Et là, ils commencent l'orthopsie, l'orthophonie et tout et tout. Et c'est trop tard. Les enseignants, ils savent depuis longtemps qu'il y a un problème. Mais on dit, oui, mais c'est trop tôt pour diagnostiquer la dyslexie, il faut 2 ans. C'est une catastrophe. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est des trucs qu'on peut diagnostiquer à 2 ans. Sans problème, au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau de la motricité, au niveau des réflexes archaïques. Et si on le diagnostique à 2 ans, on peut y remédier avant qu'il rentre à l'école. Et sans qu'il rentre dans la spirale d'échec scolaire. Et sans toute cette galère prise en charge, on fera des économies des millions en plus. Il n'y a que ça qui parle au gouvernement. Faut pas leur dire c'est pour le bien des enfants, ils s'en foutent. Il faut dire des millions de séances d'orthophonie plus remboursées, pas besoin. Des millions de séances d'orthopsie, pas besoin. Des millions de redoublements, pas besoin. C'est ça, il faut leur parler chiffres, hein, c'est vous. Une à la fois. Voilà. En rééducation, on tourne autour. Enfin, c'est pour ça que j'en reviens depuis quelques temps, depuis quelques années, parce qu'en fait, on tourne autour, en fait. On nous demande de rééduquer quelqu'un qui, sans tenir compte de tout ça. Ben, je suis d'accord. Comme toujours, on s'occupe du symptôme et pas de la cause. Toujours. C'est vachement Et- violent pour c'est frustrant. d'expliquer, surtout quand on commence à mettre le pied dedans. Les orthophonistes, ils sont où? Tu crois qu'ils ne sont pas frustrés, les orthophonistes, de faire séance après séance, d'essayer de mettre des trucs dans la tête d'un enfant qui n'est... Parce que les gens disent, ouais, il en fait des séances. Et sauf qu'il n'y a pas d'autre solution qui est proposée par notre société que faire de l'orthophonie. Orthophonistes qui n'ont pas été formés de c'est quoi un enfant, comment ça marche, c'est quoi le système visuel, comment ça se rééduque, quelles sont les causes. On leur dit, tu te débrouilles pour faire la rééducation. Mais faire la rééducation dans ces conditions. Et donc elles galèrent, les orthophonistes. Elles essayent de faire du cognitif quand la cause est neurophysiologique. Je parle de neurophysiologie, mais elles ne sont pas formées à ça, elles sont formées à faire la rééducation. Et on en a besoin de cette rééducation, mais ça vient a posteriori. Donc elles sont quand même l'interlocuteur idéal pour identifier ça, faire le bilan, rajouter les tests neurophysiologiques, c'est ce qu'il y aura dans le livre qui va sortir, Prêt à apprendre pour l'interrogation, c'est qu'elles vont apprendre, toutes les orthophonistes de France, pouvoir avoir accès à ça. Il n'y a que 3 ou 4 réflexes qui sont testés, RTAC, RTSC, RTL, et puis le reste, c'est d'autres choses sur la main, la motricité, système visuel et tout ça. Donc, ce genre de choses. Ça, c'est majeur. C'est pas concevable que les orthophonistes ne connaissent pas ça. La base de la latéralisation, œil, main, j'ai pas mis les mains, on va... main, pied, oreille, yeux, c'est les réflexes archaïques. Il faut intégrer le RTAC. Il faut intégrer plus tard le RTSC pour le système visuel proche, loin, loin, proche. Il faut intégrer des réflexes comme l'amphibien, le Babinski pour pouvoir me déplacer, faire la reptation qui commence à croiser la ligne médiane, le 4 pattes qu'on va voir demain, la reptation, le 4 pattes qu'on va voir demain. Quand je suis capable de marcher à 4 pattes, ça veut dire que j'ai intégré les réflexes du cou, les réflexes du dos, les réflexes du pied, les réflexes des jambes, les réflexes de traction des mains et du parachute, etc. Donc, cette organisation homologue, homolatérale, croisée, dépend des réflexes archaïques. C'est pourquoi ce que tous les orthophonistes devraient connaître, tous les kinés devraient connaître, les podologues, les thérapeutes, les psychothérapeutes bien sûr, mais les pédagogues et tout, c'est comment fonctionne un bébé humain. Comment il met en place son système visuel, auditif, kinesthésique, sa proprioception, c'est quoi? Tu sais, les enseignants, ça passe, c'est quoi la proprioception? Tu dis, il manque une case. Ils connaissent la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Et l'équilibre
Non. La proprioception? Non. Qu'est-ce qu'on en fait? Pourtant, l'enfant apprend par le mouvement. Le cerveau, il a deux choses qui le font maturer le mieux. Le toucher et le mouvement. Vous vous rappelez l'introduction de ce stage? Donc si je n'utilise pas le mouvement à l'école, si l'enfant ne peut pas bouger, il ne peut pas apprendre correctement. Donc quand un enseignant prive un enfant de récré, il est en train de faire un anti-acte pédagogique. De l'anti-pédagogie. Il inhibe les compétences d'apprentissage. Je ne dis pas, les enseignants, ils ont 30 ans d'enfant, beaucoup de temps, et il n'a pas fait ses exercices, comment je fais, il est plus lent que les autres. Eh bien, il faut aller comprendre c'est quoi les causes qui fait qu'il est lent. Un problème de latéralisation la plupart du temps. Donc nous, qu'est-ce qu'on apprendra à faire? Le RTAC, ce sera la base. La syntonisation primordiale, ce sera reconnecter mouvements croisés, mouvements latéraux, en tactile, en sensorimoteur et en moteur et en isométrique pour reconnecter tout ça. Donc on fera ça demain. Et des exercices comme les mouvements croisés et, on a vu tout à l'heure, le 8 couché. Quand je fais mon 8 couché, je fais de l'orthopsie, je fais aller mon œil dans le champ visuel gauche, dans le champ visuel droit, en ancrant bien la ligne médiane, et mes yeux font donc ce mouvement-là, mais en évitant de croiser de manière frontale, parce que ça fatigue et c'est difficile si tu as des problèmes de dominance de yeux et de latéralité, la ligne médiane, en contournant, arrivant par en dessous, contournant, et de réintégrer ce mouvement haut, bas, centre, haut, bas, centre, droite, gauche, haut, bas. Et là, on intègre la latéralité et le centrage. Donc le centrage, l'étoile à 6 branches, c'est le réflexe de centrage, vous vous rappelez, je suis connecté centre-périphérique, et ma latéralisation, RTAC. Ça vous va? Ça vous donne, vous comprendre? Ça, en fait, c'est ce qui se passe en périphérie. Les yeux, les oreilles, etc. Cette organisation, qu'on peut appeler neurologique, se base sur une organisation neuromotrice, qui se base, Piaget disait, la première base des stades, c'est l'organisation réflexe du corps humain. Sauf que personne s'en occupe, à part nous. Quand je dis nous, c'est tous les gens qui travaillent sur le réflexe archaïque. C'est la base. Ça n'enlève pas qu'on a besoin de psychométriciennes qui s'occupent de ce qui se passe un peu, ou de rééducatrices comme toi, et de kinés, et de gens qui faisons enseignant le yoga, et de... Mais plus on connaît les fondations, plus ça aide. Mais on ne connaît pas les fondations. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse aux compétences évoluées. On est l'homo sapiens, alors on cogite, on a un gros cerveau, alors on veut s'intéresser à ces choses évoluées. Alors des fois on s'intéresse au système visuel, on essaye de comprendre la cognition. Mais comment peut-on comprendre la cognition sans connaître les fondations du développement de cette cognition, qui sont les réflexes archaïques? Bonne soirée, demain 9h. On fera ça.